Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour parler du poste d'entraîneur au PSG. D'abord parce que le licenciement de Pochettino est de plus en plus certain, tous les médias s'accordent là-dessus et il y a évidemment des noms qui fuitent dans la presse pour le remplacer. Le dernier qui a été associé au club, c'est l'ancien sélectionneur de la Mannschaft, Joachim Löw. Je suis désolé si je le prononce mal, mais dans tous les cas, comme d'habitude, on va analyser sa philosophie, comment il travaille et essayer de délibérer si oui ou non il faut concrétiser cette piste. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi. Vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins, dans les deux cas. Ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Bon, déjà, j'aimerais vous faire part de mon scepticisme concernant ce poste d'entraîneur au PSG. Le licenciement de Pochettino est quasi certain, il va coûter cher, 15 patates, et j'espère que Doha le fait en toute connaissance de cause, à savoir en s'assurant leurs arrières. Parce que oui, le poste d'entraîneur, le dernier mot revient à Doha, c'est eux qui gèrent ça. En 2019, Thomas Tuchel sort du chapeau de l'émir quand Nasser négocie avec des Antonio Conte ou même, tiens, des Joachim Löw. En 2020, Leonardo, il n'avait pas du tout son mot à dire. On sait très bien que sinon il aurait nommé Massimiliano Allegri. Pochettino est recruté dans le plus grand des secrets à l'automne 2020 en passant ses entretiens là-bas au Qatar. Et aujourd'hui, je pense qu'on part sur la même chose. C'est l'émir qui va décider et qui surtout va gérer. Donc d'abord, les informations qui fuitent dans la presse. J'espère qu'elles sont fausses, parce qu'elles ne me plaisent pas, et surtout j'espère tout simplement qu'à Doha, on a bouclé tout simplement le successeur de Pochettino. Parce que virer Pochettino sans avoir son remplaçant, c'est un risque pour moi, parce que, ça coûte cher, 15 patates, oui, tu te sépares du pire entraîneur de l'RQSI, pas de problème, mais derrière, tu le remplaces par qui? Est-ce que tu fais une vraie plus-value, quoi? Parce qu'à part Zidane et Conte, je vois pas quelle top classe mondiale est aujourd'hui disponible sur le marché. Et encore, Conte n'est pas sur le marché, il est sous contrat à Tottenham. Joachim Löw, pardonnez-moi, il n'a pas touché de club depuis 2003, il a été sélectionneur et c'est complètement différent d'entraîneur, et en plus, depuis 2014, il est apparu essoufflé, il n'a pas réussi tout simplement à reprendre une dynamique tactique, psychologique et tout ça avec la Mannschaft. Donc pardonnez-moi, oui, cette rumeur me plaît pas. Je spoil la suite de la vidéo, mais à part Zidane et Conte, je vois pas grand monde. Et je me dis, si c'est pour repartir avec un jeune qui a certes des principes, mais qui arrive au club et qui découvre qu'en fait au PSG, c'est pas un club que tu gères, c'est pas une équipe, c'est un environnement. Ce sont des médias, c'est une surmédiatisation, une pression dantesque, c'est l'entourage des joueurs qui est quotidiennement au camp des loges, évidemment c'est les rumeurs, la pression de la direction, des supporters, des résultats, en plus de toute la difficulté tactique que représente ce groupe et les complémentarités à créer qui sont évidemment très difficiles au PSG. Donc moi j'ai vraiment peur, je me dis est-ce qu'on va vraiment faire une plus-value par rapport à Pochettino? Je dis pas qu'il faille garder Pochettino, je dis juste que à Doha, j'espère qu'on a assuré nos arrières. Parce que si c'est pour repartir avec un Thiago Motta ou un truc du genre, c'est niette en fait. Pour moi, là, c'est le tournant majeur pour cette saison, pour la saison prochaine. Il faut recruter l'entraîneur qu'on attend depuis bien trop longtemps, à savoir celui qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui sait comment s'y prendre, qui a une vraie tactique, ou qui du moins a une personnalité très affirmée et sait gérer les égos. Tout simplement. Alors après, à Doha, c'est vrai qu'un Conte ne devrait pas plaire. Moi, ça m'étonnerait pas que Doha ait refusé Conte par rapport aux informations qui sont sorties dans la presse là. Moi, je pense que Doha l'a refusé, qu'ils savent très bien que c'est un entraîneur qui va foutre le feu au camp des loges, qui a une personnalité débordante, et tout simplement, là-bas, on veut pas de ça en fait. On a envie d'être un petit peu tranquille. Donc Antonio Conte, je crois que ça va être très compliqué de convaincre Doha. Bref, concernant Joachim Löw, Goal France nous annonce que l'entourage de l'émir a contacté l'homme pour se renseigner sur sa situation, lui qui est tout simplement au chômage depuis l'Euro 2021. Il n'y a pas de négociation, mais bon, il voudrait reprendre du service. Et puis plus tôt, c'était Di Marzio, grosse référence en termes de mercato, qui l'annonçait sur la liste du PSG avec Thiago Motta et Antonio Conte. Bref, d'ailleurs pour Antonio Conte, tout le monde
s'accorde à dire qu'il n'y a rien d'avancé pour le moment. Et concernant Mota, il va quitter son club actuel en fin de saison. Il devrait chercher un autre challenge. Donc pareil, je vais faire une vidéo sur lui très prochainement. Bon, Joachim Löw, écoutez, à part la Mannschaft, il n'y a pas grand-chose à tirer. Il était entraîneur de petites équipes. Vienne, par exemple, il a fait une pige en Turquie. Tout ça, c'était avant 2003, tout simplement. Donc mais c'est une autre époque, quoi. C'est carrément un autre siècle. Donc c'est un tout autre football, bien évidemment. Et puis en plus, en tant qu'entraîneur, c'était quelqu'un qui avait quand même quelques brouilles et beaucoup de licenciements à son actif. Il reprend la Mannschaft en 2006, je crois. Évidemment, il l'emmène au sommet, en fait. Pour résumer, moi, j'ai trouvé une phrase excellente pour résumer son parcours à la Mannschaft. Donc de 2006 à 2021. En 2010, c'était une équipe redoutable de contre, tout simplement, qui te tuait à la récupération, qui était très très verticale et devant le but chirurgical. En 2018, s'ils se font éliminer, c'est parce qu'il est allé trop loin dans évidemment le bloc haut, la grosse pression tout simplement, et vouloir tout maîtriser. Au final, il s'est fait prendre en contre par les équipes qu'il a rencontrées et ils se sont fait éliminer en phase de poule. Entre les deux, tu as quoi ? Évidemment, le sommet, la Coupe du Monde, qui est justement un équilibre entre les deux tendances que j'ai énoncées. Un équilibre entre une équipe qui est capable de te tuer à la récupération en contre et justement une équipe qui joue haut sans trop l'être, avec évidemment une solidité défensive et un gardien de fer, Manuel Neuer, bien évidemment, avec un milieu de terrain assez créatif et un rôle pour les ailiers. Important avec Joachim Löw, les ailiers. Quand on voit l'état de ce poste au PSG, tu te dis que s'il vient, va falloir recruter vraiment du très très lourd. Après, en Allemagne, c'est pas ce qui manque, bien sûr. Bref, le gardien a un rôle important dans son rôle au pied. C'est le premier relanceur et il lui donne beaucoup de consignes. Donc ça, c'est important. Que ce soit Navas ou Donnarumma, les deux sont pas très très bons. Tu peux voir par exemple avec le gardien de City sous Guardiola, c'est le jour et la nuit avec nos Donnarumma et Navas qui envoient 2-3 parpaings par match en touche. Et puis Donnarumma, quand tu penses à lui, tu penses à sa bourde face à Karim Benzema qui était une situation de relance. Les deux centraux, bon, ils sont assez statiques, ils ne leur demandent pas trop de contre-pressing ou je ne sais quoi. Par contre, celui qui est meilleur techniquement et qui est capable d'apporter par sa qualité de passe, il est plus haut que l'autre, tout simplement. Donc tu peux imaginer un système avec Marquinhos au-dessus de Kimpembe ou alors Ramos au-dessus de Marquinhos. Ouais, ça se tape entre Ramos et Marquinhos. Bref. Sa philosophie est très intéressante. D'abord parce que c'est quelqu'un qui calcule tout. Il est passé un petit peu partout. Il a été capable de monter des équipes très rugueuses défensivement. D'ailleurs, il a même été critiqué pour ça, pour un jeu trop défensif. Il a des principes. Ça, je ne cesse de le répéter. C'est vraiment un critère qui est très très haut dans ma liste pour le remplaçant de Pochettino. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui ne sait absolument pas défendre. Et pour moi, ce n'est pas une question d'individualité. On l'a vu depuis le retour de Sergio Ramos. On continue à encaisser des buts. On en a pris 3 à Strasbourg. La gestion de la profondeur est toujours aussi cataclysmique. Ce n'est pas une question de système, d'animation ou d'homme, parce qu'en plus, avec le système A3, on encaisse toujours autant. Mais pour moi, c'est tout simplement une question d'entraîneur et de principe de jeu, tout simplement. Voilà, c'est pas la structure, c'est l'animation, tout ce que tu vas mettre en place, tout ce que tu vas inculquer à tes défenseurs, parce qu'en plus, individuellement, c'est pas les meilleurs. Achraf Hakimi, c'est plus un contre-attaquant. Nuno Mendes, pareil. Kimpembe, c'est quelqu'un qui défend en avançant, donc bon, la tête, faut pas trop compter sur elle. Marquinhos, c'est quelqu'un qui des fois fait un petit peu des bévues et assez frêle en 1 contre 1. Et puis Sergio Ramos, bon, il est un petit peu écarté des débats. Donc il est capable de ça. Ça, j'avoue, c'est quand même important, c'est à prendre en compte avec Joachim Löw. Évidemment qu'il il serait capable tout simplement de faire du PSG une équipe qui défend bien. Ça, de toute façon, c'est la mentalité allemande. C'est la mentalité allemande. Hansi Flick l'a un petit peu prise à contre-pied avec son Bayern qui était assez friable. D'ailleurs, le PSG en a profité. Mais sinon, Joachim Löw, c'est très bien. Thomas Tuchel, par exemple, souvenez-vous. Alors, il y avait Tuchel, il y avait aussi Thiago Silva, évidemment, ça jouait beaucoup. On ne va pas non plus mettre tous les mérites à Tuchel. Mais je rappelle que le PSG, je crois que c'était la meilleure défense d'Europe sous Tuchel, si je ne dis pas de conneries, en 2020. On défendait très très bien. On était très solide. Là, depuis, c'est cataclysmique. Franchement, on encaisse à quasi tous les matchs. Les centres, on gère pas. La profondeur, on gère pas. Les coups de pied arrêtés, on gère pas. En gros, qu'est-ce qu'on gère ? Tout simplement. Voilà, à chaque match, on a toujours le même problème. Bref, ça m'horripile au plus haut point. C'est vraiment ce qui me saoule le plus au PSG. Parce qu'à la limite, au milieu de terrain,
Bon bah voilà, tu sais qu'il y a un plafond de verre, les mecs sont nuls, ils sont nuls. Hein. En attaque, c'est vrai que c'est frustrant, mais ils sont vieux. Et puis derrière, ah non, 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 derrière c'est là où il y a le plus de potentiel, c'est là où tu peux vraiment faire de très très belles choses. Mais non, t'es nul, tout simplement défensivement, tu ne sais pas défendre. En plus, t'as des milieux qui sont pas très intelligents, qui à chaque fois qu'il y a un défenseur qui sort de l'alignement, viennent pas combler et tout ça. Bon, bref, Joachim Löw est capable de faire ça. Possession, il adore. Jouer haut, évidemment, ça, c'est un classique chez lui. Le gegenpressing, il en est un des artisans. Et pour qualifier, je dirais, son animation offensive, c'est les passes. Redoubler de passes. Jouer en une touche. Et l'exemple parfait que je vous citerai, c'est le 7-1 contre le Brésil. Le Brésil, pourquoi ils sont dépassés? Parce que ça joue en une touche tout le temps. C'est fluide, c'est simple, ça applique les consignes, ça applique tout ce qu'ils ont travaillé à l'entraînement. Terminé. Joachim Löw, c'est les automatismes. Voilà. Évidemment, après la Coupe du Monde 2014, il a fallu se renouveler. Il y avait une nouvelle génération qui arrivait. En 2018, il y a eu un échec monumental. D'ailleurs, à l'Euro 2021, pareil. Il a toujours travaillé avec des psychologues. Alors ça, c'est pareil. Il a toujours travaillé avec des psychologues du sport pour gérer les joueurs frustrés, la motivation des joueurs, la pression. Même avant la Coupe du Monde 2014, pendant les échecs ou pendant les victoires, il y a toujours eu des psychologues avec lui. Et ça, c'est très important parce que moi, je me dis, en matière très très concrète, parce que tu peux parler de tactique et tout ça au PSG, mais à un moment donné, il y a aussi un contexte et des hommes qu'il faut mettre autour. Et parmi ces hommes, pour moi, il faut une vraie cellule de psychologie. Ça pourrait faire du bien à ce club qui, indéniablement, mentalement, tu l'as vu. Benzema égalise, t'as l'impression qu'on est éliminé dès l'égalisation, quoi. Les mecs, ils sont complètement paumés. Il n'y a aucune réaction, tout simplement. Voilà. Et là où Pochettino a joué à un jeu dangereux, c'est qu'avec cette équipe aussi friable mentalement, tu t'es amusé à mettre en place un plan de jeu qui repose sur la chance défensivement et sur les contres, le réalisme de tes attaquants offensivement. Alors que pour moi, je suis convaincu de ça depuis des années. C'est que ce PSG-là, oui, il est friable mentalement, mais tu peux dépasser ça en mettant en place justement un système un petit peu à la Joachim Löw, en jouant haut, en allant chercher l'adversaire, tout simplement en allant faire le match, être l'acteur de ton match, tout simplement, voilà, et pas être le réacteur. Voilà, évidemment, c'est ce qui a été le cas sous Pochettino. Et d'un autre côté, ça lui a réussi, on a fait des masterclass contre le Bayern, contre le Barça, contre Manchester City, à l'aller contre le Real aussi, même si à l'aller on avait le ballon, justement on a fait ce que je viens de dire, mais ça lui a vraiment porté malchance au retour au Santiago Bernabéu, face à un Real Madrid qui pressait un petit peu plus, même si on n'était pas au summum de ce principe, on va dire, de Pochettino. Bref, pour revenir à Joachim Löw, il a justement renié sa verticalité qui faisait l'Allemagne fougueuse de 2010, qui faisait l'Allemagne extraordinaire de 2014. Ça, il l'a renié après 2014, en fait. Il est vraiment parti sur un jeu très très haut, le pressing, je vais chercher l'adversaire, et ça lui a joué des tours parce qu'il est allé trop loin dans la perfection. C'est souvent le problème des Allemands, ils vont chercher trop loin, ils se prennent trop la tête, et au final, boum, il s'est pris une tôle monumentale. Après, il était perdu. Après 2018, il faisait des ajustements, ça changeait un petit peu tout le temps. 4-2-3-1, 4-3-3, 3-4-3 aussi, je crois que contre la France, il a joué comme ça. Bref, il s'est un petit peu paumé, il s'est emmêlé les pinceaux et au final, il part après 17 ans. 17 ans de sélection allemande. Il a fait un travail colossal, bien évidemment. Maintenant, il n'a plus entraîné de club depuis 2003-2004. Donc ça, évidemment, pour moi, c'est rédhibitoire, en fait. Au permis, tu as des fautes, les fautes éliminatoires. Ça, c'en est une, très très clairement. Voilà, de 2006 à 2021, il a été sélectionneur de l'Allemagne, mais il y a aussi quelque chose d'autre à prendre en compte, c'est Hansi Flick. Alors maintenant, vous le connaissez tous évidemment, mais en 2014, il était un petit peu inconnu, parce que c'était son adjoint. Son adjoint lorsqu'il a gagné la Coupe du Monde, et il a justement quitté Joachim Löw après la Coupe du Monde. Donc au moment où il s'est perdu, il s'est emmêlé les pinceaux, et où il n'a pas réussi à redresser la barre. Est-ce que ça coïncide? Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Joachim Löw, c'est un petit peu un mec comme Laurent Blanc avec Jean-Louis Gasset. C'est-à-dire que l'entraîneur, c'est lui qui est sur le devant de la scène, mais l'adjoint a un rôle extraordinaire derrière. Voilà, tout simplement. Et Hansi Flick, c'est vrai qu'il a été son adjoint de 2007 à 2014, un truc comme ça. Et à partir du moment où il le quitte, boum, c'est la débandade. Et tu te dis, merde, s'il vient pas sans son adjoint, est-ce qu'il serait pas complètement perdu? En plus de devoir s'adapter à un football moderne et surtout un football de club. Bref, il y a trop d'inconnus. Pour moi, c'est même pire
qu'un entraîneur jeune, Joachim Le, tout simplement. C'est même pire qu'un entraîneur qui a aucune expérience, parce que là, on parle quand même d'un mec qui n'a pas touché à un club depuis 2003. C'est le grenier, quoi. C'est le joueur du grenier, le garçon. C'est un truc de fou. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur Joachim Le. On signale quand même que Zinedine Zidane, c'est aux oubliettes. Personne n'en parle. On espère qu'à Doha, ça négocie en sous-marin et que ça fait fuiter d'autres noms dans la presse pour brouiller les pistes. Et puis bien sûr, Thiago Motta, moi je mets une petite pièce sur le fait qu'il soit au minimum associé au club cet été, hein, parce qu'il va quitter son club. Maintenant, il fait partie de cette catégorie des jeunes entraîneurs. D'ailleurs, Di Marzio a annoncé que Ten Hag était aussi sur la liste du PSG, mais du coup il a signé à Manchester United. Ça aurait pu être un entraîneur assez consensuel, moi qui m'aurait un petit peu convenu, disons. Mais après, il n'y a plus trop de profil, hein, tout simplement. Tu peux dire Guardiola, tu peux dire Jürgen Klopp. Bah, Klopp a prolongé. Guardiola, il est à Manchester City, je pense, pour encore 2 ou 3 ans. Et surtout, s'il quitte City, ce sera pour une sélection, je pense. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Moi, personnellement, à l'instant T, ce que je me dis, le PSG en 3-5-2, avec Antonio Conte sur le banc, pour moi, j'ai plus peur de ça. Il y a quelques mois, j'avais peur de Conte. Je me disais, il va foutre le bordel au club. Aujourd'hui, après l'énième échec, je me dis peut-être que le bordel, peut-être que le chaos, bah déjà, peut-être le chaos, il est déjà là. Et peut-être que dans le chaos, dans le bon sens du terme, bah ça ferait du bien à cette équipe et à ce club. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous.